là, on était dans la violence, dans la dictature, dans les guerres. Mais à partir de 2003, nous passons de tout ça pour entrer dans l'enfer irakien. Auparavant, on avait malgré tout une conflictualité entre un État central et une opposition. On avait des guerres en cours, des guerres officielles entre l'Iran, l'Irak, Koweït, Irak, les États-Unis, l'Irak. Mais à partir de 2003, c'est une nouvelle page de l'histoire de l'Irak qui se présente à nous avec l'occupation de ce pays. Et donc, comme je disais dans mon introduction, il faut aborder les deux éléments principaux, à savoir l'expérience étatique chiite, qui est unique dans son genre, parce que c'est la première fois que les chiites arrivent au pouvoir depuis toujours. Et s'il nous reste un peu de temps, aborder le Kurdistan irakien qui se sépare de l'Irak. Dans la première partie, on a abordé le Kurdistan irakien qui s'intègre, qui est annexé à l'Irak, d'accord, qui est inclus dans l'Irak, et comment, à partir de 2003, le Kurdistan irakien se sépare de l'Irak, par quel processus, et comment le Kurdistan irakien devient un État dans l'État. Et officiellement, selon la Constitution, c'est une entité fédérée. Mais en réalité, c'est beaucoup plus qu'une entité fédérée. C'est beaucoup plus proche du confédéralisme que de la formule fédérale. Donc, je ne sais pas si en 35-40 minutes, on aura le temps pour aborder les 12 chapitres, mais j'essaie d'être synthétique et bref dans la présentation de ces 12 éléments. Tout d'abord, l'occupation d'Irak. La jeunesse de cette occupation d'Irak se trouve dans la guerre du Golfe. Dans la guerre du Golfe, vous vous souvenez, en 1990, l'Irak, au bout de 3-4 heures, a envahi un État arabe voisin, à savoir le Koweït. 2 ou 3 heures, tout est fini. Le pays était plié. Et depuis cette date-là, il y a eu une coalition internationale pour libérer Koweït. Et l'Irak est entré dans l'axe du mal, si vous voulez. L'Irak est maudit autant qu'État. L'Irak est sorti définitivement, au petit à petit, mais définitivement, pardonnez-moi, autant que partenaire acceptable, respectable des pays du système international. Et donc, à ce moment-là, les chiites, bien évidemment, cherchaient la revanche de l'histoire. La revanche de l'histoire, c'est quoi? C'est que les élites chiites, ils ont décidé à ne plus jamais reproduire 1914 et 1920. 1914, c'était la résistance totale contre l'occupation britannique. 1920, c'était la prolongation de cette résistance-là. Et du coup, pendant un siècle, la communauté chiite a été sacrifiée, s'est sacrifiée au nom des valeurs contre la puissance internationale, à savoir les Britanniques. Mais à partir de 1991, les chiites ont tissé des liens systémiques avec les États-Unis d'Amérique jusqu'à les attentats du 11 septembre 2001. C'était vraiment un moment fondamental pour la montée en puissance des classes, des élites chiites par excellence. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'administration américaine avait déjà pris sa décision de passer par la stratégie du changement du régime. La guerre globale contre la terreur n'était qu'un prétexte pour envahir l'Irak et changer le régime de Saddam Hussein. Et c'est ce qu'il fait exactement à ce jour Poutine en Ukraine. C'est exactement la même stratégie, c'est exactement la même politique.
Je suis bien évidemment contre cette guerre en Ukraine. Je suis contre l'occupation de l'Ukraine. Mais ça, c'est à l'échelle individuelle, c'est à l'échelle citoyenne, en tant que citoyen. Mais en tant que chercheur, lorsqu'on analyse ce qui se passe en Ukraine, c'est exactement la reproduction de la même stratégie américaine en Irak. Au nom de quoi nous sommes allés à Bagdad pour changer le régime de Saddam Hussein, parce qu'on pensait que le régime de Saddam Hussein constituait un danger pour notre sécurité nationale, en tant qu'Américains, n'est-ce pas? Et donc, sans l'autorisation du Conseil de sécurité, sans l'autorisation des Nations Unies, n'est-ce pas? On s'est engagé dans cette guerre pour changer le régime de Saddam Hussein. On n'avait pas l'autorisation. C'est exactement ce qui fait Vladimir Poutine aujourd'hui, qui considère le régime ukrainien comme un danger pour la sécurité nationale. Et donc, vous êtes allé en Irak pour changer le régime. Je vais à Kiev pour changer le régime parce que je considère que ce régime-là est une menace pour la sécurité nationale. Je ne vais pas entrer dans cette question tellement complexe, peut-être à un autre moment, à un autre jour, mais je voulais juste dire les stratèges russes. Il ne faut pas croire que Poutine, c'est un acteur, c'est une personne qui décide tout seul dans son palais isolé. Non, il y a des stratèges russes qui étudient ce qui s'est passé pendant les 20 dernières années. Notamment, ils étaient fascinés, vraiment impressionnés par cette nouvelle stratégie américaine, à savoir, dès qu'on n'est pas d'accord avec un régime, on va le changer. C'est ce qu'on a fait en Afghanistan, c'est ce qu'on a fait en Irak, c'est ce qu'on a fait en Libye, c'est ce qu'on a fait dans d'autres pays, mais ce processus a été stoppé, comme un de mes collègues le dit, en Syrie par la Russie elle-même, n'est-ce pas? Bref, on est allé en Irak pour changer le régime. Pourquoi? Nous, les Américains, au nom de 3 argumentations. Le premier, c'est que Saddam Hussein a du lien avec le terrorisme. Or, 45 jours après l'occupation d'Irak, George Bush lui-même a dit clairement que nous n'avons pas trouvé une preuve du lien, de connexion entre le régime de Saddam Hussein et Al-Qaïda, l'organisation d'Al-Qaïda. Il l'a dit clairement lui-même. Deuxième argumentation, c'était la dictature du régime de Saddam Hussein. Comme si le régime de Hosni Moubarak à l'époque était la démocratie, l'idéal de la démocratie, n'est-ce pas? Comme si l'Arabie Saoudite était le paradis de la démocratie, comme si les pays du Golfe, comme si l'Iran, comme si les autres pays du Moyen-Orient représentaient l'idéal démocratique américain. Non, bien évidemment, faux. Donc ici, il fallait changer le régime irakien parce que c'était un régime basé sur la dictature. Dans ce cas-là, il fallait changer tous les régimes au Moyen-Orient. Donc cette argumentation n'était pas non plus valide et justifiée. Et ensuite, le troisième argument pour lequel on est passé pour occuper l'Irak de Saddam Hussein, c'était la présence des armes de destruction massive, n'est-ce pas? Or, on savait très bien, George Bush lui-même le savait avant tout le monde, l'administration américaine savait très bien qu'au moment où Saddam Hussein a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple à Halabja par exemple, ou à Balissan, on était là, on regardait, nous les Occidentaux, non seulement on regardait, mais en plus on lui donnait des armes chimiques. On lui donnait des armes balistiques. On finançait son système d'armement. Donc, c'est avec les armes occidentales, les armes de destruction occidentales que Saddam Hussein a gazé son propre peuple. Et à ce moment-là, on regardait, on le traitait comme un partenaire respectable et acceptable. Mais par contre, à partir des années 90, lorsqu'il a occupé le Koweït, l'allié stratégique de l'Occident, l'Occident a détruit la totalité des armes de destruction massive de Saddam Hussein. L'Occident est même entré dans sa chambre, dans son palais. Il n'y avait pas un endroit où la main visible ou invisible de l'Occident ne s'est pas déployée.
Donc on savait très bien qu'en 2003, Saddam Hussein n'avait absolument pas des armes de destruction massive. Et donc malgré tous ces systèmes d'argumentation qui n'étaient pas valides, George Bush a occupé le pays. Et il a occupé le pays, pourquoi? Parce qu'il avait cette stratégie de changement du régime. Le régime a changé et donc ils ont mis en place un autre régime avec la collaboration totale et complète de la communauté chiite. Et cette collaboration, bien évidemment, c'est très important. Il faut la noter, précède l'occupation d'Irak. Autrement dit, ce n'est pas l'occupation d'Irak qui déclenche la collaboration entre les élites chiites et l'administration américaine de George Bush. Non, il précédait ça. Dans les années 80, au cours de toutes ces années-là, il y avait des échanges. Les États-Unis d'Amérique ont financé, ont accompagné, ont formé les différentes milices chiites contre le régime de Saddam Hussein. On n'était pas encore dans la stratégie du changement du régime, mais on finançait déjà ces milices chiites. La meilleure preuve, c'est le lien, cet homme que vous voyez là à l'écran, vous ne le voyez pas? Là, cet homme que vous voyez, Abdulaziz al-Hakim, le chef de la révolution islamique, conseil de la révolution islamique, Majlis al-A'la li-Thawra al-Islamiyya, vous voyez là, il avait un lien structurel avec la Maison Blanche. Même avant l'occupation, même avant 2003, à partir de 1998-99, des millions et des millions de dollars américains arrivaient à l'organisation de Majlis al-A'la, Conseil suprême de la révolution islamique. Et donc c'est très important de noter cela pour dire qu'au moment où les Américains arrivent à Bagdad, ils ont déjà un allié. À savoir la majorité chiite, les élites qui représentaient cette communauté, qui avaient le monopole de cette représentativité de cette majorité chiite. Mais il y a un autre élément très très important qui n'a pas laissé le choix pour les États-Unis d'Amérique lorsqu'ils sont arrivés à Bagdad à ne pas coopérer avec les chiites. Cet élément est le suivant. Lorsqu'ils arrivent à Bagdad, leurs alliés, c'est-à-dire les pays arabes, et la Turquie ont décidé de boycotter le nouvel Irak. Tous les pays arabes, à l'exception de la Jordanie, mais avec un engagement très très timide, Koweït, la Jordanie, très très timide, la totalité des pays arabes ont décidé d'entrer dans le processus de la rupture avec le nouvel Irak. Donc ils ont abandonné les Américains et l'Irak. Ils n'ont aucune coopération, ni financière, ni diplomatique, ni politique, rien. Ils ne voulaient absolument pas reconnaître le nouvel Irak. Exactement pour la Turquie, le seul pays qui a décidé, qui a pris la décision d'accompagner les États-Unis d'Amérique dans l'occupation d'Irak, dans la refondation de l'État irakien, c'est la République islamique de l'Iran. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Paradoxal, pourquoi? Parce qu'un an avant, George Bush lui-même avait qualifié la République islamique de l'Iran comme un des 3 pays de l'axe du mal. Il avait qualifié la Turquie comme un allié stratégique. Il avait qualifié l'Arabie Saoudite, les autres pays arabes, comme des alliés stratégiques dans la guerre contre le terrorisme, la guerre globale contre le terrorisme. Or, ces alliés, non seulement ne nous soutiennent pas, mais en plus, ils font tout pour que les États-Unis ne réussissent pas en Irak. La République islamique de l'Iran, qui est considérée comme un des 3 pays de l'axe du mal, va accompagner les États-Unis d'Amérique dans l'occupation, dans la refondation et dans le déploiement de cet nouvel État irakien. Ça, c'est très important à noter. À partir de cela, je vais vite, parce que je sais, il nous reste 20 minutes, n'est-ce pas? À partir de cela, les Américains, voilà, les Américains, je passe, je vais expliquer tout ça, les Américains vont prendre en charge la fondation, la refondation de l'État irakien, mais si vous me permettez, je fais rapidement un retour réflexif sur l'échec du projet américain en Irak.
Alors tout d'abord, lorsqu'ils arrivent en Irak entre 2003 et 2004, notamment avec l'arrivée de Paul Brimard, ils avaient quoi comme projet? Ce qu'on a appelé la fondation de la nation irakienne. Ils ne voulaient pas refonder l'État irakien avant la fondation de la nation irakienne. Ils pensaient que l'État irakien doit être fondé sur la base de la nation irakienne. C'est pourquoi lorsque Paul Brimard arrive à Bagdad le 10 mai 2003, une semaine plus tard, il va réunir ses alliés chiites et kurdes, notamment chiites et kurdes, mais quelques éléments sunnites aussi, on appelait les G7, c'est-à-dire les 7 groupes considérés par Washington comme des alliés, et qu'ils étaient préparés auparavant pour récupérer la clé de cet Irak américain. Il les a réunis dans le palais présidentiel. Un des acteurs qui a participé, que je ne souhaite bien évidemment pas le citer, lui-même il m'a raconté, il était là, et je crois son récit est tout à fait crédible. Il nous l'a dit clairement que Paul Brimard nous a regardé les yeux dans les yeux pour nous dire, nous n'allons pas vous confier la clé de cet Irak-là. Vous n'allez pas diriger cet Irak-là. On ne vous laisse pas diriger cet Irak-là. D'accord, les 7 groupes. Dans les 7 groupes, il y avait les chiites, bien évidemment, il y avait les Kurdes, il y avait les partis politiques majeurs. Hein. Ils ont dit, d'accord, soit, qu'est-ce que vous voulez? Et Paul Brimard répond, je veux fonder une nation irakienne. Un des présents, mais c'est exactement le même projet de Percy Cox, parce que Percy Cox aussi voulait fonder une nation irakienne. Un siècle plus tard d'échec, tu veux fonder une nation irakienne, allez-y. Donc pendant cette année-là, vous vous souvenez, entre 2003 et 2004, l'Irak est transformé en enfer. Des milliers et des milliers de morts. Je n'ai pas les statistiques devant moi, mais je crois le nombre de morts par mois se lève à 14 000 personnes. 14 000 personnes par mois entre avril 2003 et juin 2004. D'accord? Donc pendant cette période-là, les États-Unis d'Amérique changent le projet. Le projet de la fondation d'une nation irakienne a totalement échoué. On passe de la fondation de la nation irakienne à la sécurisation de l'Irak, même pas stabilisation, parce qu'il y a une nuance entre sécurisation et stabilisation. Il faut sécuriser l'Irak parce que l'Irak c'est l'enfer, l'enfer total. Il faut le faire avec les chiites, il faut le faire avec les sunnites, avec les kurdes, avec le diable lui-même pour sécuriser le pays, pour stopper ces 14 000 morts par mois. Donc, tout ça, le projet de démocratie, de nation, de libéralisme. Il parlait du libéralisme, il parlait de la démocratie libérale, Paul Brimard. Je crois que c'était hier sur une chaîne, j'ai raconté sur Paul Brimard, tellement était ignorant, il y avait un acteur irakien qui a un poste très très important, enfin, pour le dire clairement, le président de la République actuelle. Il était avec Paul Brimard et c'était Ashura. Vous comprenez ce que c'est Ashura? C'est l'anniversaire de la mort de Hussein. Et il y a des milliers de chiites, n'est-ce pas, qui se réunissent et qui pleurent, etc. Et lui, Paul Brimard, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, c'est Hussein, c'est le moment de Hussein. Il ne dit pas c'est l'anniversaire, il dit c'est le moment de Hussein, c'est très important pour les chiites. Il dit mais Hussein c'est qui? Hier il était assassiné dans l'explosion. Il pensait que Hussein était une des victimes de l'explosion d'hier qui a été produite à Karbala ou à Najaf, je ne me souviens plus. Cet homme-là voulait fonder une nation irakienne. Et donc on passe rapidement l'échec total du projet de la nation vers la sécurisation. Entre 2004 et 2006, là aussi, la sécurisation d'Irak est totalement échouée. On passe à un autre projet, c'est rapidement se désengager d'Irak et former un gouvernement. On va former un gouvernement, on va faire des élections. Le projet des États-Unis d'Amérique de 2003 jusqu'à 2020, je suis désolé, je n'ai pas de temps pour les détails, c'est l'échec vraiment total. Dans cet échec total, et dans la précipité, ils vont faire l'erreur majeure produite par les Américains, à savoir le décret sur la débassification.
la dépacification qui a été mobilisée, pour nous dire, ça c'est pour l'histoire, si jamais un jour quelqu'un est intéressé par l'histoire, les Kurdes étaient contre le décret sur la dépacification. Ils savaient parfaitement que les chiites vont utiliser le décret sur la dépacification pour l'élargir et le transformer en la désunification de l'Irak. C'est exactement ce qui s'est passé par les chiites. Les chiites, ils vont mobiliser ce décret sur la dépacification pour purifier la totalité ou presque des zones du capital des éléments sunnites. Ces sunnites-là qui dirigeaient ces entités étatiques depuis un siècle, ils étaient totalement et tout simplement liquidés au sein de l'État irakien. Et pour reconstruire cet État irakien, on est passé par quoi, les chiites? Ils ont passé par le remplacement de tous ces cadres étatiques par des milices. Et là, je parle de la milicisation de l'État irakien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, pour refaire le ministère de la Défense, on a récupéré les brigades Badr et les brigades des autres organisations miliciennes et on a fondé l'armée irakienne. Pour refonder le ministère de l'Intérieur et avec les appareils de sécurité, on a récupéré les appareils de sécurité de ces organisations miliciennes et on a fondé le ministère de l'Intérieur et ses appareils de sécurité. Et tout ça, on l'a fait au nom de quoi? Au nom de la démilicisation de l'Irak. On a dit dans le nouvel Irak, il n'y a pas la place pour les milices. Les milices chiites, ils étaient beaucoup plus intelligentes que les Américains. Ils ont dit, d'accord, nous sommes tout à fait d'accord. Alors dans ce cas-là, intégrez-nous dans l'armée irakienne, dans le service de renseignement, dans le ministère de l'Intérieur. Au nom de cela, ils étaient parfaitement intégrés tout en gardant leur indépendance d'action. Alors, pendant cette période-là, l'État milice irakien se met en place. Qu'est-ce qu'un État milice irakien? C'est un État structurel. Autrement dit, les milices, ils ne sont pas, désormais à partir de ce moment-là, ils ne sont pas une force à l'extérieur de l'Irak. Par exemple, au Yémen, en Syrie, en Libye ou dans d'autres pays, on peut avoir, par exemple, au Liban, on a un État. Mais à l'extérieur de cet État, vous avez une organisation milicienne, n'est-ce pas? La différence en Irak, c'est que les milices sont l'État. Et les milices ont l'État. Les milices disposent l'État. L'État, c'est la milice c'est l'État. Vous ne pouvez pas distinguer les deux. Un autre exemple, l'année dernière, l'État irakien a consacré 12 milliards de dollars pour les organisations miliciennes. 12 milliards de dollars, autant que budget annuel, juste pour une année. Est-ce que vous avez eu déjà un État qui consacre 12 milliards de dollars pour les organisations miliciennes? Bien évidemment, enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas cet État-là. Et j'aimerais bien en discuter, parce que je suis en train de développer une thèse sur la milicisation du Moyen-Orient, avec la spécificité irakienne. Ce qui est le plus important, c'est que les milices ont gardé leur organisation indépendante, ils ont gardé leur indépendance organisationnelle, tout en s'intégrant à l'État irakien. C'est pour clarifier ma thèse. L'État irakien qui consacre 12 milliards de dollars à ces organisations miliciennes n'est que, en réalité, n'est que cet État irakien, n'est que ces organisations elles-mêmes. Je ne sais pas si la nuance est claire. Autrement dit, moi-même, je consacre à moi 12 milliards de dollars en disant que je ne suis pas l'État. Mais en réalité, je suis l'État moi-même. C'est pourquoi les thèses qui essayent de nous faire croire que nous avons des organisations en dehors de l'État, nous avons la troisième main, nous avons la troisième force, nous avons des milices téléguidées, je ne sais pas moi, par qui. Je ne valide pas ces thèses-là. Pour moi, ces milices sont l'État, ces milices disposent l'État, et en dehors de ces milices, on ne peut pas comprendre le fonctionnement de l'État. Et c'est pourquoi je ne parle pas d'État-nation à partir de 2003, je ne parle pas de l'État national, je ne parle pas
les autres formulations inventées par les sciences politiques pour considérer ou analyser la situation d'un État. J'ai inventé cette conception sur l'État-milice, l'émergence d'une nouvelle forme d'État qui n'est pas analysable, qui n'est pas conceptualisable à l'extérieur de ce concept que j'essaie de clarifier, l'État-milice, État-milice, la milicisation de l'État, l'étatisation de la milice.